Bonjour à tous. Je pense que d'autres vont continuer à se connecter. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Arnaud Doré, je suis le dirigeant de l'ECO. Et si j'interviens aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai une casquette de développement de produits au sein de l'équipe. Et l'objet de ce webinaire va être de vous présenter aussi le fruit d'une co-innovation avec Fering. Et je vais laisser Salomé Naon, consultante chez l'ECO, se présenter, et puis Stéphane Perrin de Fering également. Et puis ensuite, on abordera l'ordre du jour. Salomé. Bonjour à tous, donc oui, Salomé Naon, je travaille chez l'ECO, je suis consultante. C'est donc pour ça que j'ai le même t-shirt qu'Arnaud qu'on ne voit pas car je suis trop petite. J'interviens aujourd'hui parce que j'ai travaillé donc avec Stéphane chez Fering sur l'implémentation d'un dispositif dont je suis responsable chez l'ECO. Donc en tant que j'ai la double casquette à la fois consultante et product développeur. Bonjour, Stéphane Perrin. Donc, moi, je travaille chez Fering en tant que product owner pour le programme Microsoft 365. Donc, je suis en charge de l'expérience digitale des collaborateurs chez Fering avec un focus d'actualité qui est Microsoft 365, bien entendu, et puis Microsoft Teams. Super. Alors, juste un mot, l'ECO, pour certains, enfin beaucoup d'entre vous me connaissent, si vous êtes connectés, c'est que vous suivez l'actualité de l'ECO, mais juste pour vous rappeler que notre sujet, c'est d'aider tous les acteurs de la transformation à réussir à faire bouger les lignes. On sait que c'est un travail qui est pas simple. Ce qu'on sait aussi depuis ces 15 dernières années, c'est que les méthodologies traditionnelles montrent leurs limites et on est sans cesse à vouloir les éprouver. Ne serait-ce que pour être plus efficace, mais aussi pour arriver à apporter le changement à très large échelle et de manière économique. Et c'est vraiment dans ce contexte-là aussi qu'on vous fait ce retour d'expérience, puisque on a pu, avec Stéphane, éprouver une approche différente de ce qu'on a pu faire X fois dans le passé. Et vous verrez, il y a des enseignements assez intéressants à retenir de cette expérience et dont vous pourrez vous inspirer, j'espère. Alors, l'ordre du jour. Salomé, je crois que c'est toi qui as la commande. Voilà. Donc, on va vous présenter déjà un peu le pourquoi et la problématique qu'on a cherché à répondre dans ce contexte-là. Stéphane vous expliquera le contexte de son entreprise. Et puis, Salomé vous présentera le dispositif. Et vous verrez, il y a un certain nombre de métriques, puisque l'objectif, c'était bien de mesurer de manière à pouvoir, par itération, faire progresser la démarche. Et puis, on terminera sur la phase de réplication, d'essaimage de la démarche qui a commencé par un pilote. Alors, si on s'intéresse un peu à la problématique, vous le savez, pour ceux qui nous suivent et ceux qui consultent nos états de l'art, on a depuis quelques années bien distingué la phase de modernisation de la phase qui n'est pas forcément des phases successives, mais de la phase de transformation. La modernisation étant l'introduction dans l'entreprise de nouveaux outils pour venir résoudre des irritants, mais globalement, on n'insiste pas sur le fait de faire changer la façon de travailler. On vient répondre on vient améliorer finalement une situation qui était parfois problématique avec les outils existants. La transformation, c'est différent, puisque là, l'objectif, c'est d'inviter les collaborateurs à changer leur façon de travailler en s'appuyant sur de nouveaux outils. Mais il y a bien un changement d'état d'esprit, de culture, de pratique, et c'est bien là aussi qui est la difficulté. Et souvent, on est dans des contextes où des outils qui sont adaptés à des nouvelles approches, mais qui sont malheureusement utilisés avec des approches de travail d'hier, ça fonctionne mal. Donc, on avait constaté ces dernières années que on avait trouvé des solutions, des clés de réussite sur le volet transformation. On était très focus autour de ça, mais moins pertinent sur la partie modernisation, où finalement on était dans des approches assez classiques qui, je résumerai par un pied sur la promotion, la communication et un pied sur la formation des utilisateurs. Maintenant, ça, pour ceux qui ont déjà mis en place ce type de démarche, vous le savez, la promotion, ça marche bien au départ lorsqu'on veut lancer le projet, mais comme le déploiement et l'intérêt des collaborateurs à ces nouveaux outils, ces nouveaux usages se fait progressivement dans le temps,
on a besoin de faire perdurer cette action. La formation, elle se traduit souvent, même si elle est présentée comme une formation d'usage, finalement comme une formation au potentiel des outils. Et on va pas avoir la possibilité de former tous les collaborateurs de l'entreprise. Et heureusement, et puis c'est pas non plus ce que nous vendent les éditeurs. Ils nous vendent des solutions qui sont de bonne facture et qu'on est en mesure, pour la plupart, d'adopter, de prendre en main, parce que l'interface offre une expérience qui va nous amener finalement à savoir comment elle fonctionne. Donc la formation finalement a un certain nombre de limites. D'une part, elle n'est pas utile pour tout le monde, et d'autre part, elle est assez coûteuse pour ceux qui participent et pour ceux et pour l'entreprise qui doit l'animer. Alors les fameux réseaux d'ambassadeurs, on les a aussi, on a beaucoup mis en place, enfin on a mis en place dans beaucoup d'organisations ce type de démarche, avec un problème que je pense que vous avez aussi rencontré. On recrute des ambassadeurs et puis on a du mal au bout de quelques mois à les maintenir proactifs. Et puis ces ambassadeurs, finalement, ce sont des rôles qui s'appuient sur le volontariat, donc la capacité de chacun à se motiver et à se rendre disponible pour mener des actions, et des actions qui sont très ambitieuses. Il s'agit sans cesse de promouvoir les nouveaux usages, de convaincre des gens de travailler différemment dans les nouveaux outils, de répondre à des questions très concrètes sur comment marchent les outils. Et on a rencontré beaucoup de situations où les ambassadeurs se démotivaient assez rapidement, principalement parce que, à force de vouloir faire bouger les lignes autour d'eux et de voir, d'être confrontés à l'inertie de leurs collègues, on se démotive. Voilà. Donc, ce sont des réseaux qu'on a du mal à maintenir proactifs et sur lesquels on a du mal à rendre très efficace le peu de temps dont peut disposer le réseau d'ambassadeurs. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'en janvier 2020, on a travaillé avec notre méthode de design sprint, qui est une méthode issue du design thinking, qui nous a conduit d'une part à nous regrouper en équipe au sein de Deco, à impliquer des clients pour clarifier cette problématique et par le biais de prototypage, de MVP, mettre en place une approche qui allait pouvoir apporter des réponses. Et puis, donc on l'avait suffisamment avancé pour pouvoir présenter quelque chose de concret à Stéphane de Fering, mais il a fallu quand même avoir un vrai terrain pour pouvoir finaliser cette démarche. Et donc, on est vraiment dans une co-innovation avec Stéphane et son entreprise qui a démarré en juin 2020. Avec une mise en place en septembre. Et Salomé va vous expliquer la suite de l'histoire avec cette démarche de test and learn. Donc oui, quand on a souhaité mettre en place une nouvelle démarche, pour reprendre les problématiques auxquelles on essayait de répondre, il y avait d'un côté cette formation traditionnelle qui était assez lourde, pas toujours efficace, souvent décevante, en tout cas pour des actions de montée en compétences sur les outils. Et de l'autre côté, on a des réseaux d'ambassadeurs qui peuvent être décevants eux aussi, parce que justement, on a des réseaux qui s'essoufflent, des ambassadeurs qui se sentent un peu perdus et un peu en échec face à la complexité de la situation dans laquelle ils sont. Nous, on pense chez l'ECO que l'organisation, elle n'est pas toujours légitime pour imposer le travail autrement, pour imposer des outils de collaboration au sein des équipes que les utilisateurs vont utiliser individuellement. Mais par contre, ce qu'elle peut faire, l'organisation, c'est aller donner envie aux utilisateurs d'aller tester ces outils, de se les approprier pour ensuite pouvoir faire évoluer leur manière de travailler. Donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est proposer un dispositif qui soit à la fois un peu ludique et sympa pour les utilisateurs, mais également instructif pour qu'au final, on arrive à un niveau où les utilisateurs qui en ont besoin peuvent monter en compétences et devenir autonomes sur les outils pour avoir une finalité pour pouvoir en fait transformer leurs pratiques. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? En quelques mots, on reviendra sur la démarche un peu plus en détail juste après. On a en fait recruté un réseau de référents à qui on a donné une feuille de route extrêmement précise et surtout délimitée dans le temps, avec pour mission de s'assurer qu'un groupe d'utilisateurs qui leur était propre puisse monter en compétences grâce à des challenges qu'ils pouvaient effectuer en autonomie, mais toujours avec cette idée que derrière les challenges, il y avait un référent qui était présent pour permettre d'avoir un accompagnement humain pour ceux qui en avaient besoin. Donc, pour cette nouvelle démarche, pour ce dispositif, quand on l'a proposé à Stéphane, quand on l'a construit et cadré avec lui pour l'implémenter chez Fering, on a posé en fait des hypothèses.
Déjà, on voulait que ce soit un programme qui soit moins coûteux et plus facile à organiser qu'une formation traditionnelle. Donc, on voulait qu'il permette également de gagner du temps tout en restant efficace dans la promesse de monter en compétence des utilisateurs. On souhaitait également que ce soit un programme qui soit apprécié par les participants, justement parce que là, on allait s'appuyer sur des référents qui allaient devoir embarquer des gens autour d'eux. Donc, on a besoin d'un minimum d'enthousiasme pour ce type de dispositif. On voulait un programme qui soit également flexible de notre côté, l'équipe en charge de ce programme pour pouvoir l'adapter, mais aussi flexible dans le sens où on voulait un programme qui puisse s'adapter aux besoins des utilisateurs, peu importe finalement leur niveau. On voulait un programme qui soit également facilement déployable à large échelle parce que déployer un programme sur un petit groupe d'utilisateurs comme un pilote, c'est faisable sans trop de difficultés. Mais après, il y a toute la problématique de finalement, quand on est dans des organisations avec plusieurs milliers d'utilisateurs, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est scalable, comme on dit? Et enfin, on a ajouté à ce programme une récompense verte, donc en permettant à chaque fois aux utilisateurs qui finissaient l'intégralité du programme qu'on leur proposait de contribuer à un projet de reforestation sur une plateforme où donc on leur partageait finalement un lien à la fin du programme pour pouvoir contribuer à ce projet de reforestation. Donc ça, c'est l'ensemble des hypothèses qu'on a posées et qu'on a voulu tester et vérifier en fait pendant la phase pilote de ce dispositif. Mais je vais laisser Stéphane présenter tout de suite Fairing et le contexte dans lequel on a fait tout ça. Merci beaucoup pour l'introduction. Je vais commencer par vous présenter Fairing. Donc Fairing, c'est un groupe biopharmaceutique spécialisé dans les domaines de la gynécologie, en obstétrique et fertilité, aussi dans les domaines de la gastro-entérologie et l'urologie. Fairing est un groupe privé caractérisé par une forte activité de recherche. Le siège social est situé en Suisse. Ces 20 dernières années, le groupe a étendu ses activités au-delà de son marché traditionnel européen, avec une présence maintenant dans plus de 60 pays et commercialisé dans 110 pays. Cet élément, en fait, pour moi, est important parce que voilà, Fairing est une société qui s'est étendue très rapidement, de façon aussi très décentralisée, avec une organisation très décentralisée, avec des entités distantes, très indépendantes. Mais par contre, depuis 2 ans, en fait, le groupe a entamé une transformation majeure avec un changement de top management et qui maintenant vise à une stratégie plutôt optimisée, avec une recherche de centralisation et puis avec plein de changements en cours, comme beaucoup d'organisations. Mais je pense que là, en fait, ce que vit Fairing, c'est vraiment une transformation majeure. Je pense que ça, c'est important dans le contexte dans lequel on a déroulé cette démarche. Donc, aujourd'hui, donc, je ne sais plus si je l'ai dit, donc, Fairing, c'est 6500 utilisateurs distribués un peu partout dans le monde. Comme je l'expliquais, en fait, dans ce changement dans ce contexte avec des changements profonds, sur le slide d'après, en fait, Salomé, s'il te plaît. Dans ce contexte, avec des changements majeurs, notamment la mise en place d'un ERP, l'externalisation de plusieurs fonctions de support, notamment l'IT, la finance, les RH. Le programme Microsoft 365 a démarré en début d'année passée, en début de 2020. Donc, l'organisation, elle subit plein de changements. L'enjeu, en fait, premier objectif de notre programme était de déployer Teams pour des usages de téléphonie, de vidéoconférence. L'ambition première était de proposer un outil unique pour ces usages. Auparavant, on utilisait Cisco. La volonté maintenant était de rationaliser cette expérience utilisateur et de proposer Teams comme outil unique. On a démarré en plein confinement une phase pilote. Voilà, le projet s'est accéléré de par le contexte. Ces usages devenaient de plus en plus importants. Et notre objectif, c'était de déployer Teams comme outil de vidéoconférence en septembre 2020. Donc, on avait un planning assez serré dans un contexte, comme j'ai expliqué, avec beaucoup de changements.
Ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est un dispositif avec l'équipe LECO, en fait, des dispositifs d'accompagnement en utilisant des outils mis à disposition de Microsoft, Learning Pathways. Donc, l'idée, c'était de proposer un portail d'auto-formation avec du contenu, donc un dispositif léger et aussi peu coûteux. Aussi promouvoir voilà, le lancement de Teams, promouvoir aussi ces nouveaux usages par des communications donc, en ligne et aussi par des newsletters. On a lancé le Microsoft Teams à travers quelques webinars. En fait, c'était vraiment pour se montrer visible, donner de la visibilité au programme et puis commencer à diffuser en fait ces accès à la connaissance et aussi commencer à faire la promotion du programme de mentoring. Et aussi, autre dispositif, la mise en place d'une communauté d'entraide sur Yammer. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va dérouler, ce qu'on va présenter ensemble, c'est voilà, le programme de mentoring. Si on passe au slide suivant, alors justement, Stéphane, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas orienté vers la mise en place d'un programme de formation à l'échelle de toute l'entreprise, comme vous avez pu le faire par le passé sur d'autres sujets? Ouais. Donc, moi, déjà, personnellement, j'avais des doutes par rapport à ces approches classiques de gestion du changement. Elle me paraissait complexe à mettre en œuvre dans le contexte Fairing, comme je disais, avec beaucoup de changements en cours. La question pour moi était aussi la disponibilité des gens. Est-ce que les gens étaient encore à même de supporter un nouveau changement? Aussi, un dispositif difficile à mettre en place de par cette organisation décentralisée avec des fonctions RH distribuées, aussi en cours d'externalisation, l'IT également en cours d'externalisation. Donc voilà, de par le contexte, ces approches classiques me paraissaient complexes. Aussi, j'avais des doutes quant à leur efficacité. Voilà, en fait, souvent, dans une démarche classique, on va délivrer des formations sur un laps de temps donné. Moi, je me pose toujours la question de savoir est-ce que c'est un moment opportun par rapport à un utilisateur? Est-ce que, voilà, par rapport à son quotidien, il a peut-être autre chose? Donc voilà, moi, l'idée, c'est aussi de proposer un dispositif qui soit pertinent au bon moment pour l'employé. Et ça, pour moi, une approche classique ne répond pas forcément à ce critère. Oui, pardon. Et puis un dernier point aussi, pour moi, c'est que ce qui est important, c'est que ces approches classiques ne correspondent pas forcément à la réalité technologique. Aujourd'hui, par rapport à l'apprentissage du digital, un de mes objectifs, en fait, pédagogique, on va dire, c'était aussi d'apprendre à apprendre et aussi apprendre aux gens à découvrir, tester par eux-mêmes, demander de l'aide à leur pairs. Et pour moi, c'était quelque chose d'important. Et alors, qu'est-ce qui a résonné quand on t'a proposé la démarche qu'on va détailler dans un instant? Qu'est-ce qui t'a plu? Alors, premier point, c'était un aspect méthodologique parce que voilà, l'ECO répondait à des critères en fait de notre programme. En fait, voilà, notre programme Microsoft 35 est un projet aussi pilote chez Fairing où on déroule ce projet en mode agile. Pour moi, c'est important aussi de travailler avec une équipe qui soit prête à développer sur un horizon assez court et être aussi à même d'avancer de façon itérative. Et voilà, contrairement à d'autres partenaires potentiels, en fait, on sentait des démarches beaucoup plus lourdes et qui me faisaient peut-être aussi peur par rapport au contexte dans lequel on était. Bien entendu aussi, c'est le côté innovant de la démarche. Et puis, moi, comme je disais, ce qui est important, c'était vraiment de responsabiliser les employés, leur donner de l'autonomie. Ce qui était aussi important par rapport au changement de contexte et de culture qui se déroule en ce moment chez Fairing, où on est en transition d'une organisation très, voilà, où par rapport aux services IT du passé, où on était dans une approche un peu 5 étoiles, comme je l'appelle, en fait, où voilà, les gens étaient vraiment assistés.
Aujourd'hui, il y a un changement de paradigme complet de la part de notre management et on souhaite vraiment responsabiliser les gens et à eux de se prendre en charge dans leur apprentissage des nouveaux usages. Et puis dernièrement, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était voilà, cette approche de cooptation, l'approche multiplicatrice et extensible, et mettre en place un dispositif qui puisse s'étendre de façon autonome et indépendante et donc du coup aussi assez léger à mettre en place. Ok, super, merci. Salomé, tu vas nous présenter le dispositif en détail, comment finalement il s'est construit, et puis on va parler un peu métrique pour être factuel. Ouais, je vais essayer d'être très concrète ici. Donc, on a mis en place un pilote pour tester cette démarche. L'idée, c'était de l'appliquer à un groupe d'utilisateurs finis. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a embarqué environ 110 personnes. Donc, on a recruté dans ce programme de mentoring, parce que le programme de mentoring, c'est le nom qu'on a donné au dispositif chez Fering. On a recruté 10 mentors. Les 10 mentors, c'était les 10 référents. Comment est-ce qu'on les a recrutés? Il y a une partie, donc 7 sur 10, qu'on a recruté via Workday, qui est en fait une plateforme de ressources humaines en ligne, qui nous a permis de diffuser tout simplement une communication, une annonce pour décrire le projet, pour décrire la mobilisation dont on avait besoin de leur part, tous les détails concernant leur mission de mentor, ce qu'ils allaient devoir faire, quand, comment, où, avec qui. Et il y en a 3 autres qui ont été identifiés par Stéphane parmi un groupe de Early Adopters de Teams, donc des gens qui avaient déjà testé l'outil sur lequel on souhaitait faire progresser les utilisateurs. Donc, c'est comme ça qu'on a constitué notre base de mentors. À côté de ça, on avait bien sûr besoin de participants. Donc, on a voulu recruter une centaine de participants pour que chaque mentor puisse guider 10 personnes. Et donc, ces participants, on les a recrutés certains via Workday, donc le même canal que les mentors, mais via une autre annonce. Cette fois, on proposait donc pas d'être mentor, mais de prendre part à un programme qui allait les aider à monter en autonomie sur les usages de communication à l'intérieur de Teams, l'outil donc de Microsoft. Donc, 60 ont été recrutés comme ça. Et il y en a une quarantaine d'autres, on voulait tester cette méthode de recrutement-là aussi, qui ont été en fait recrutés par leurs mentors. Donc, on a demandé aux 6 mentors qu'on avait à 4 des 10 mentors qu'on avait déjà recrutés, d'aller identifier eux-mêmes autour d'eux, parmi leurs collègues, des gens qu'ils avaient pu croiser au préalable à la machine à café, d'anciens collègues avec qui ils avaient travaillé ou leur équipe directe. On leur a demandé d'identifier des utilisateurs qui pourraient bénéficier de ce programme, donc de monter en compétence sur Teams. Avec la particularité, pour ce pilote et dans le contexte de Fering, d'être dans un contexte très international, puisque rien que parmi les 10 mentors, on avait 7 pays qui étaient représentés, et tout autant de nationalités qui étaient représentées. Et du côté sur les 103 participants qu'on a recrutés, cette fois, on avait 20 pays représentés. Donc, du coup, c'était un programme qui était mené intégralement en anglais. Pour passer maintenant à la mécanique du dispositif, parce que c'est peut-être encore un petit peu flou. D'un côté, on avait déjà l'équipe qui était en charge du programme de mentoring, donc Stéphane, Baptiste, également un collègue de l'ECO et moi. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a cadré et construit ce programme, ainsi que identifié les ressources qui étaient associées pour pouvoir proposer également des ressources pédagogiques pour permettre aux utilisateurs d'avancer. On a identifié, on a onboardé des mentors. On a animé en fait les mentors pour les rendre autonomes dans leur rôle et dans leur embarquement des participants. Et on avait également le rôle d'adapter le programme selon les retours et les feedbacks qu'on pouvait obtenir de la part des mentors qu'on animait. Donc ensuite, il y avait ces 10 mentors qu'on a recrutés qui, eux, étaient en charge du recrutement et pour certains, et sinon, en tout cas pour tous, de l'onboarding de 10 participants environ. Ils étaient en charge de partager les différentes ressources construites dans le cadre du programme. Donc, j'ai évoqué en introduction les challenges. Donc, c'est eux qui ont partagé ces challenges avec les participants dont ils avaient la charge. Et ils étaient également garants des progrès en fait des participants. Donc, ils avaient pour mission de suivre les progrès des participants et de s'assurer qu'en fait, à la fin du programme, l'ensemble des 10 participants dont ils avaient la charge se sentaient autonomes. Et donc, à la fin, ils devaient valider la participation pour permettre de débloquer la récompense des participants, donc de cette contribution à un projet de reforestation.
On avait donc évidemment les participants. Eux, leur rôle, c'était tout simplement de suivre un peu le parcours qui leur était proposé par les mentors, à savoir le fait d'accomplir les challenges en autonomie, de demander quand c'était nécessaire de l'aide au mentor, d'échanger également avec le groupe, puisque un mentor avait à charge un groupe de 10 participants, donc c'était l'opportunité d'échanger avec d'autres utilisateurs qu'ils connaissaient ou non, pour échanger sur les pratiques, sur des conseils, sur des demandes d'aide. Et enfin, la réception de la récompense. Un autre rôle du mentor, c'était d'identifier parmi le groupe de participants potentiellement certains participants un peu plus motivés, un peu plus à l'aise ou avec un petit peu de temps qui pouvaient souhaiter en fait devenir mentor. Donc les participants qui le souhaitaient avaient la possibilité ensuite de rejoindre le programme en tant que mentor. Donc, je vous ai parlé de challenges. Donc, très concrètement, ces challenges, qu'est-ce que c'est? C'était 9 challenges qui étaient en fait des actions très simples. Je vous donne un exemple. Envoyer un message et puis même, allez, soyons fous, un deuxième exemple, le fait de partager son écran pendant une réunion. Donc, on est sur des actions qui sont extrêmement simples, mais qui en fait vont permettre de débloquer l'usage de l'outil et qui vont faire que les utilisateurs vont se sentir à l'aise. Donc, pour accéder à ces challenges, en fait, on avait un formulaire sur une page web unique. Donc, un formulaire sur lequel on avait chaque question qui correspondait à un challenge. Et pour chaque question, chaque challenge, après l'avoir accompli, le participant devait cocher une case « J'ai réussi ». J'ai réussi avec l'aide des ressources, puisqu'à chaque fois, pour chaque challenge, on avait un lien avec des ressources pédagogiques associées. Ou enfin, s'il n'y avait pas de succès sur ce challenge, le participant pouvait cocher « J'ai besoin de l'aide de mon mentor ». Derrière ça, ce formulaire avec ces challenges était relié à un fichier Excel qui était mis à jour de manière automatique et constante, dans lequel les mentors pouvaient aller et puis du coup voir, identifier leurs trainees leurs participants, qui avaient besoin d'aide pour les challenges. Donc ensuite, c'était eux qui avaient la main pour contacter leurs participants, pour les aider et pour débloquer les petites situations qui pouvaient donc poser peut-être un petit peu problème. Les mentors, pour les animer, ça a nécessité une animation assez active. Quand on mobilise un groupe comme ça, c'est des gens qui le font sur leur temps, qui sont volontaires, et on souhaite de leur part qu'ils soient enthousiastes et qu'ils puissent partager en fait avec leurs participants ce que nous, on essaie de leur transmettre. Du coup, concernant l'animation de ces mentors et la gestion du coup de ce mini-réseau de cette équipe, il y a eu 8 jours qui étaient dédiés complètement à cette animation. Donc, ils étaient tous réunis au sein d'une conversation de groupe à l'intérieur de Teams. Et donc, on échangeait avec eux des nouvelles, des fonctionnalités. On a beaucoup répondu à leurs questions parce qu'évidemment, ils avaient de leur côté, eux, des questions sur le programme, sur les outils. Mais derrière, chaque groupe avait des questions qui nous étaient retransférées via cette communauté. Et enfin, on en a profité de l'usage de Teams et de la conversation pour se partager des fichiers, pour avoir une espèce de suivi. Donc, chaque mentor était responsable de reporter le suivi et l'avancement de ses participants à l'intérieur du fichier qui permettait de donner à tout le monde finalement une vue globale de comment est-ce que le programme avançait. Donc, voilà en gros comment le programme s'est déroulé. On a ensuite voulu analyser tout ça et pour savoir si c'était possible et viable surtout de généraliser cette approche à un plus grand nombre de collaborateurs et aller au-delà de ce pilote qui englobait 100 participants. Donc, je vais laisser Stéphane vous présenter les résultats de ce pilote. Voilà, donc, comme tu l'as dit, Salomé, donc voilà, c'est important d'apprendre de cette première expérience et de valider et de faire évoluer éventuellement ce concept pour étendre ce dispositif d'accompagnement aux usages en fait, qui étaient lancés dans un deuxième temps dans notre programme. Donc, comme je disais, premier objectif, c'était des usages simples à l'intérieur de Teams, chat, online meeting. La deuxième phase en fait, de lancement de Teams, qui s'est effectuée au mois de décembre, allait se concentrer sur les usages de collaboration, donc création d'équipes, partage de documents. Donc, l'idée, c'était vraiment de comprendre est-ce qu'on était capable d'étendre ce pilote à cette deuxième vague de lancement de Teams. On peut passer au slide suivant. Salomé, si on peut passer au slide suivant, je pense. Ouais, là, normalement, c'est bon. La slide sur l'analyse du pilote. Oui, mais avec les chiffres, pardon, la slide 15, pour l'analyse de la participation. Voilà, merci.
Donc, voilà, ce qui était intéressant pour moi, c'était de pouvoir adresser une centaine de personnes de façon très, très simple. Et donc voilà, en utilisant des outils type Workday pour facilement recruter ses mentors et ensuite cascader pour recruter de façon plus large voilà, 80 participants. Globalement, en fait, les gens ont activement participé, donc la majorité des gens ont terminé leur challenge. Voilà, on a perdu quelques personnes en route, mais pour moi, c'est très peu. Voilà, moi, l'objectif, c'était vraiment d'adresser le maximum d'être capable d'adresser le maximum de personnes et aussi de façon, je vais dire, aléatoire, parce que dans ces démarches classiques, on se retrouve à désigner des gens à qui on va demander de participer à un programme et les gens ne sont pas forcément motivés ou enthousiastes à l'idée de participer à ce genre de programme, alors que là, en fait, on comptait vraiment sur la bonne volonté des gens. Donc, pour moi, c'est ce qui peut expliquer la bonne participation des gens. Ce qui était aussi intéressant aussi, c'était de voir en termes de temps pour les employés. On s'est rendu compte que c'est un dispositif, voilà, comme disait Salomé, effectivement, les challenges demandés étaient assez simples, mais donc du coup, on a pu entraîner à ces nouveaux usages de façon assez rapide. Et donc voilà, on voit que voilà, pour les employés, en moyenne, ils ont passé moins d'1 heure à réaliser ces usages. La petite carotte, en fait, pour moi, qui aussi avait du sens, c'était voilà, cette récompense, planter des arbres. Pour moi, je trouvais ça intéressant aussi dans le contexte actuel, avec tout le monde travaillant à distance. C'est vrai que parfois, dans des démarches classiques, on va récompenser avec des t-shirts ou des mugs. Moi, j'étais pas forcément convaincu. Et puis, c'est vrai que voilà, cette petite carotte qu'on peut avec l'idée de planter des arbres aussi a permis aussi de motiver les gens dans cette démarche. Si on passe, voilà. Donc, comme on disait, en fait, moi, une des questions que j'avais, c'était voilà aussi qu'est-ce qu'on est à même de demander aux participants. C'est vrai que nous, voilà, dans l'équipe digitale, on baigne dans tous ces outils. Tous ces outils nous semblent intuitifs, faciles à utiliser. La question, c'était, voilà, aussi de par mon expérience chez Fering, je me rendais compte qu'on avait affaire à différents types de populations, plus ou moins à l'aise avec les outils. Ce qu'on voulait faire aussi, c'était, au travers de ces challenges, c'était être capable d'évaluer ce que j'appelle la dextérité digitale des participants, et puis afin d'adapter nos challenges, et puis surtout préparer aussi la deuxième vague, et puis savoir comprendre en fait ce que sont capables de faire en fait les employés. Donc globalement en fait on s'est rendu compte que 46% des gens ont réussi à réaliser ces challenges de façon facile. Et voilà, certains avaient plus besoin d'accéder à des ressources. Donc voilà, ces ressources, on les avait. Nous aussi, c'était important de comprendre ces ressources qu'on mettait à disposition, dans quelle mesure étaient utilisées, parce que c'est vrai que voilà, produire des documents, des bases de connaissances, c'est aussi coûteux, mais si elles ne sont pas utilisées, pour moi, ça ne fait pas forcément de sens. Et dernier point aussi, c'est ce qu'on voulait mettre en place, initier aussi, c'est voilà, développer cette entraide entre les employés. Donc voilà, c'est ce qu'on a aussi réussi à établir avec des participants qui allaient solliciter leur mentor pour demander de l'aide pour pouvoir réaliser leur challenge. Donc aussi, ce qu'on a, petit détail, en fait, voilà, on a été jusqu'à pousser cette analyse de comportemental où en fait, on s'est rendu compte que voilà, dans nos modes de recrutement, on a utilisé deux modes. Une première qui était digitale et une deuxième qui était plutôt classique, de bouche à oreille. Et en fait, voilà, on se rendait compte aussi qu'on avait affaire à des populations qui sont différentes, qui ont des capacités d'apprentissage, d'adoption de ces outils qui sont différents. Donc voilà, l'enjeu pour moi, c'est vraiment d'être capable de mettre en place un dispositif qui puisse répondre à ces différentes attentes et puis aussi, faciliter des employés à adopter ces nouvelles technologies.
En termes de coûts, voilà, donc sur les aspects économiques, donc voilà, cette démarche, pour moi, elle me paraît moins coûteuse qu'une approche classique. Ben déjà, tout simplement en termes de logistique, en fait, le fait de ne pas avoir une démarche centralisée sur un petit groupe de personnes, voilà, je pense un petit peu là aussi toute l'astuce d'utiliser ces réseaux de multiplicateurs. Finalement, ce travail de formation, on le décentralise sur les employés, des gens qui portent ce message. Et aussi, d'un point de vue collaborateur, en fait, ce dispositif, pour moi, il est beaucoup plus léger. En fait, comme j'expliquais avant, en fait, on s'est rendu compte que les gens ont réussi à compléter leur challenge en moins d'une heure. Et c'est vrai que dans une démarche classique, eh bien, on va mobiliser les gens pendant un webinar de 2 heures, ou éventuellement, quand on était en présentiel, en fait, on avait aussi, dans ce contexte de Fering, aussi l'habitude d'organiser des formations en classe, et qui sont, voilà, en termes de logistique, mobilisent beaucoup plus les collaborateurs. L'idée aussi, l'avantage de cette première étape, c'était aussi d'être capable de capitaliser sur cette expérience, de valider un dispositif, et par la suite, pouvoir faire des économies d'échelle, dans le sens où, voilà, ce dispositif, pour moi, est facilement extensible. Donc voilà, c'était aussi un intérêt de cette démarche. Dernier point aussi, voilà, pour moi, qui est important, c'est que ça nous a permis de lisser, en fait, notre charge de travail, parce que voilà, finalement, avec Salomé, Baptiste et moi, voilà, moi je suis aussi sur d'autres sujets, donc on était peu nombreux pour supporter un déploiement de team pour 6000 personnes. L'avantage pour moi de ce dispositif, c'est qu'en fait, on a pu lisser la charge, c'est-à-dire démarrer des groupes de mentors de façon étalée dans le temps, alors que dans une approche classique, en fait, on aurait eu peut-être un focus pendant 1 mois sur ces sujets-là, et qui nous aurait mobilisés, alors que là, finalement, ça nous a permis vraiment d'étaler cette charge de façon dans le temps. Pardon. Donc, voilà, globalement, comme je disais, le retour qu'on a eu de la part des employés chez Fering, un retour très positif pour la majorité, pour l'ensemble des collaborateurs. Un des objectifs aussi pour moi qui était très important, c'était de les rendre autonomes. Et puis voilà, on a pu rendre autonomes les employés grâce à ce dispositif. Voilà, ce qu'on a appris aussi grâce au feedback qu'on a demandé aux employés, c'était aussi, voilà, de comprendre, ajuster notre niveau au niveau des challenges. Donc au début, on avait un peu peur de demander trop. Et finalement, on s'est rendu compte que, voilà, les collaborateurs étaient prêts à se confronter à des challenges un peu plus avancés. Et puis surtout, les gens en voulaient plus, avoir à s'exercer sur d'autres cas d'usage. Ce qui est, globalement, je pense aussi, ce qui est intéressant, c'était de proposer une expérience intéressante, de découvrir un outil découvrir un outil autrement. Et aussi, dans ce contexte de confinement, c'était de créer du lien tout bêtement entre les gens. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, les gens, avec voilà, tout le monde à la maison, en fait, on a pu mettre en relation des gens qui ne se connaissaient pas, des gens même sur un même site, ou en fait entre les différents pays. Donc je pense ça, c'est un retour très positif. Et puis je pense qu'aussi c'est en ligne avec la transformation de l'organisation, où auparavant Fering était une organisation très cloisonnée. Et voilà, nous, en fait, grâce à ce programme, on a réussi à créer du lien entre les gens, mettre les gens en réseau. Et puis je pense que c'est un petit peu aussi l'idée de la transformation attendue dans l'organisation. Voilà, pour moi, c'est
Ouais, merci beaucoup Stéphane. Donc oui, on était plutôt satisfait des résultats et en regardant ces résultats-là, en analysant tout ça, on a voulu et on a pu en fait finalement valider quasiment toutes les hypothèses qu'on avait posées initialement. La seule hypothèse finalement qui est un peu moins ressortie, c'était la récompense verte, le fait de contribuer à un projet de reforestation. Nous, quand on a proposé ça, on s'est dit que ça allait être le motivateur qui allait faire que les gens allaient faire leur challenge, même s'ils étaient peut-être un petit peu paresseux, je sais pas, on pensait vraiment que ça allait être le truc en plus qui allait bien fonctionner. Et puis bon, il y avait certains utilisateurs qui étaient contents, mais finalement, les utilisateurs étaient plus motivés par le fait de découvrir Teams et découvrir Teams avec leurs collègues finalement avec une démarche qui était très collective. C'est ça qui leur a le plus plu, plus que la récompense, puisqu'au final, il y en a certains qui, on leur a envoyé le lien qui leur a permis de participer au projet de reforestation, mais ils ne l'ont même pas utilisé. Mais sinon, concernant les autres hypothèses, on les a toutes validées avec la flexibilité du programme. Finalement, Stéphane le disait, on a un programme où on a des utilisateurs qui ont mis 5 minutes pour faire tous les challenges et d'autres qui ont mis 1 ou 2 heures. Donc finalement, ça s'adapte aux besoins. L'utilisateur va consommer ce dont il a besoin, quand il a besoin. Il n'y en a pas on donnait aux gens environ 1 mois et demi, 2 mois pour faire leur challenge et ils le faisaient quand ils en avaient envie. Et sinon, vraiment, l'hypothèse qui pour nous était au cœur de ce dispositif et qui était le facteur des réussites, c'est le fait que les participants, ils aient apprécié ce programme. On a eu vraiment des retours, les gens étaient contents de rencontrer de nouveaux utilisateurs, que ce soit du côté des participants, le fait de se connecter avec de nouveaux collègues ou avec des mêmes collègues, mais de manière différente finalement, parce que c'est en dehors du contexte de la mission de l'équipe. Donc, il y avait des échanges, les utilisateurs s'échangeaient leurs meilleures fonctionnalités. Ils étaient hyper contents de pouvoir se montrer des petites choses à faire assez sympas. Et finalement, c'est ces éléments-là qui donnent envie et qui ont fait que les gens ont fait les challenges et qui ont fait que ça leur a donné envie de continuer et d'aller jusqu'au bout. Donc, on va briser le suspense tout de suite. Je sens que la tension est intenable. Ça a bien fonctionné. Du coup, on a décidé de généraliser en fait ce programme de mentoring. Donc, au moment en fait, où Fering a déployé l'ensemble des usages de collaboration de Teams. Donc, c'était vraiment le développement des espaces d'équipe et plus seulement les usages liés à la visioconférence et au chat. On a décidé de profiter de ce moment-là pour lancer une deuxième édition de ce programme qu'on a finalement adapté suite au retour qu'on avait eu de la phase pilote. Donc, du coup, pour vous donner quelques chiffres sur cette démarche qui est en fait finalement encore en cours, on a lancé cette deuxième édition du programme de mentoring en janvier 2021. On a adapté plusieurs éléments. Déjà, les challenges, on a ajouté de nouveaux challenges, on a modifié ceux qui finalement étaient peut-être trop faciles ou plus vraiment adaptés au contexte. Donc, on avait des challenges qui concernaient les interactions dans l'espace d'équipe, qui concernaient le partage de fichiers, l'ensemble des éléments qui allaient pouvoir rendre les utilisateurs autonomes et le fait qu'ils puissent s'approprier la plateforme. On a adapté notre recrutement. Stéphane le disait, on avait remarqué que les utilisateurs qu'on recrutait depuis la plateforme de ressources humaines en ligne, finalement, c'était des utilisateurs qui étaient déjà très à l'aise. Alors que nous, on s'adressait plutôt à des utilisateurs qui avaient besoin de ce coup de pouce, besoin d'être entraînés pour s'approprier les outils. Donc, en fait, on a demandé finalement, à partir de janvier, à l'ensemble des mentors de recruter leurs participants, d'identifier autour d'eux ceux qui avaient besoin, parce que les mentors étaient finalement plus efficaces qu'une annonce en ligne pour identifier les gens qui avaient besoin de cet accompagnement. On a également adapté un petit peu nos dispositifs d'animation, puisque le dispositif a grandi, donc il y avait besoin de créer plus une communauté, et également certains des messages clés pour renforcer l'idée d'autonomie qu'on voulait de la part des participants, parce que certains ne comprenaient pas forcément le fait qu'on ne les prenne pas par la main pour les accompagner, et le fait qu'il y a un besoin d'autonomie de leur part. Donc, ce sont des petites choses qu'on a adoptées. Donc, depuis janvier, on a recruté environ 30 mentors. Ce sont des mentors qu'on embarque dans le programme à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et on en identifie encore. Et la semaine prochaine, on embarquera encore de nouveaux mentors. Jusqu'ici, il y a pour l'instant eu 250 participants qui ont été recrutés donc, par leurs mentors. Sur ces 250, il y en a plus de 100 qui ont déjà terminé complètement le programme. Et il y a eu 146 arbres plantés pour l'instant. Stéphane, je peux te laisser peut-être parler un peu de la suite qu'on imagine pour le programme. Comment est-ce qu'on veut l'adapter et le faire évoluer chez Fering? Oui, donc nous, l'objectif initial en fait
du lancement, et c'était vraiment de déployer Teams de façon globale. Et donc, notre dispositif d'accompagnement se concentrait sur principalement un usage, être capable d'adresser au maximum les personnes et un déploiement global avec du contenu principalement délivré en anglais. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a besoin de localiser en fait ce programme. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que grâce à notre dispositif de mentor, on a réussi à identifier un certain nombre de super mentors qui vont nous aider à porter ce message dans leur pays. C'est vrai que moi, dans mon contexte Fairing, voilà, comme je disais, très décentralisé, au début, il y a 1 an, c'était impossible pour moi d'identifier des potentiels ambassadeurs classiques. J'avais aucune visibilité. Et là, finalement, en avançant, en déroulant le programme, on arrive à identifier naturellement des gens qui vont être capables de nous aider. Donc voilà, c'est ce qu'on a déjà pu faire avec Salomé, des gens qui vont être aussi capables de localiser le message en espagnol, en allemand, parce qu'on a ces besoins de traduction. L'autre étape aussi, c'est de recruter de nouveaux mentors de façon un peu plus ciblée. Donc, moi, je monitore l'adoption des outils et l'idée, c'est d'un peu d'identifier des poches, des nouveaux territoires à conquérir et puis d'aller chercher là, par contre, des mentors qui vont nous permettre de assurer l'adoption de l'outil pour des territoires encore non adressés. Et puis, bien entendu, en fait, voilà, moi, tel que j'imagine la démarche, c'est vraiment une démarche en continu. Et ce qu'on continue à faire, en fait, c'est ce qui nous permet aussi pour moi de lisser la charge, c'est de continuer à être tout le temps à promouvoir la démarche. Faire de la publicité par rapport à ce programme de mentor, parce que voilà, c'est pas parce qu'on a un email ou un message du CIO que tout le monde va entendre ce message et va se ruer sur ce programme. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit continuer à répéter pour continuer à embarquer des gens et faire vivre en fait ce programme. Et puis surtout, l'objectif bien sûr, c'est de augmenter l'adoption par les employés. Merci Stéphane. Donc pour conclure, je vais vous partager un peu les facteurs clés de succès de la démarche. Ce pourquoi on pense que finalement ça réussit et ça fonctionne. Donc comme le disait bien Stéphane, on est encore en cours de généralisation. Donc en fait, l'ensemble des utilisateurs qui souhaitent rejoindre le programme peuvent le faire pour embarquer à leur tour leurs équipes en devenant mentors. Donc ça permet également finalement pour les mentors, on ne demande pas seulement à des gens qui sont particulièrement geeks ou ultra à l'aise sur les outils, c'est des gens qui ont profité de l'opportunité du programme pour eux-mêmes progresser et dans ce même temps, embarquer les gens autour d'eux pour progresser ensemble. Donc, pourquoi est-ce que ça a bien marché selon nous? Si on reprend la comparaison avec les programmes d'ambassadeurs plutôt classiques, où les ambassadeurs, finalement, au bout d'un certain temps, s'essoufflent, sont un peu fatigués d'avoir à répéter les mêmes messages et à ne pas être entendus, quelque part, ils sont au bout d'un moment dans une situation parfois d'échec qui peut être frustrante quand on se porte volontaire pour un rôle. Donc, nous, ce qu'on a changé, on voulait être en rupture avec ça, donc on a proposé une feuille de route extrêmement précise avec une espèce de mode d'emploi du rôle du mentor pas à pas, et un rôle qui était délimité dans le temps. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, les mentors qui ont été embarqués début janvier, on leur serre la main virtuellement, on leur dit merci beaucoup pour votre participation, bravo d'avoir contribué à l'adoption des outils, et ils ont plus rien, enfin, c'est pas qu'ils n'ont plus rien à voir avec le programme de mentoring, mais on les relâche finalement de cette responsabilité. Donc, on a une responsabilité qui est très délimitée dans le temps. Également, un autre facteur clé pour le succès, c'est la disponibilité auprès des mentors. J'ai un peu insisté tout à l'heure auprès de l'animation. Le fait d'être disponible, de répondre aux questions, et il y en a souvent énormément, c'est extrêmement important pour que eux se sentent écoutés et pour qu'ils aient l'envie d'aller donner de leur temps, parce que finalement, ils ont donné au programme de mentoring. Nous, on avait suggéré une échelle de temps à répartir sur une durée. Et finalement, après, c'était à eux de donner le temps qu'ils voulaient. Donc, en échange de ça, il faut aussi, nous, de notre côté, en tant que responsables de ce programme, donner de notre temps en accompagnant, en répondant aux questions, en étant présent et en les informant de ce qui se passe pour les valoriser.
Ce qui fonctionne également bien en ce moment, c'est la méthode de recrutement au fil de l'eau, parce que finalement, les efforts qu'on fournit pour embarquer les mentors, on les fournit petit à petit. On n'a pas eu d'un seul coup 300 mentors à embarquer, ce qui aurait été juste impossible, je pense. Mais du coup, le fait que ça vienne petit à petit, on répond progressivement aux besoins des utilisateurs qui veulent rejoindre le programme. Également, le bouche à oreille, qui vient du fait que les gens aiment bien ce programme. Finalement, on a réussi, là, ces dernières semaines, on était assez satisfaits parce qu'on a des utilisateurs qui n'étaient pas forcément dans le programme ou même qui étaient dans le programme qui nous ont dit « Ah bah moi, sur mon site au Canada, le management a décidé d'embarquer l'ensemble des collaborateurs. » Donc, on a des espèces de quick wins comme ça, des gens qui adhèrent à la démarche et qui croient en le fait qu'il faut être acteur de sa propre transformation pour que les méthodes de travail évoluent. Donc, des gens qui apprécient, qui souhaitent répliquer cette démarche localement. La réplicabilité, justement, finalement, aujourd'hui, on donne finalement les clés de la voiture aux mentors qui sont libres de répliquer et d'organiser le programme de mentoring sur leur site, dans leur pays. Et enfin, le fait que ce soit un dispositif qui soit très simple. On n'a pas d'application qui soit compliquée à la prise en main. On n'utilise que des outils que les utilisateurs connaissent, qu'ils ont à disposition et qui ne vont pas nécessiter de travail et d'efforts supplémentaires. Donc voilà pour les facteurs clés de succès et pour la présentation de cette démarche. Donc elle est encore en cours, donc c'est pas terminé. On partagera sûrement plus tard les résultats qu'on obtiendra petit à petit. Mais en tout cas, voilà, on était assez contents de pouvoir la tester avec Fairing et de se rendre compte qu'en fait, ça fonctionne et que les gens adhèrent malgré un contexte où à distance, c'est pas forcément facile d'embarquer des gens et de réussir à les mobiliser et de les mobiliser entre eux en communauté. Merci beaucoup, Salomé. Stéphane, je vous propose, il y a eu quelques questions qui ont été posées dans le fil de discussion du webinaire. Je vais vous les poser, puis vous allez pouvoir comme ça répondre en direct. Alors, je les prends un peu par, comment dire, celles qui sont les plus alignées avec le retour d'expérience, et puis on répondra de toute façon à l'ensemble des questions après la session si nécessaire. Qui est-ce qui a décidé de la répartition entre, de l'affectation des utilisateurs aux mentors? Est-ce que ça s'est fait au hasard, par pays? Nous demande Linda. Alors, donc on avait recruté effectivement une partie des participants en ligne. Donc, pour les affecter, en fait, ça se fait de manière un petit peu aléatoire finalement parce qu'on ne connaissait pas les utilisateurs qu'on a embarqués dans le programme. On n'en connaissait vraiment aucun, à part Stéphane qui connaissait trois mentors. Donc, en fait, on les a affectés par zone géographique et fuseau horaire pour que l'organisation de réunions soit facilitée parce qu'on avait des utilisateurs. Enfin, ça a été compliqué d'embarquer tout le monde à cause de cette problématique de fuseau horaire. Et donc, on a essayé quand même de varier un peu les nationalités pour que les mentors et les participants puissent goûter un peu ce côté international et au fait de se sentir connectés à l'entreprise au-delà de son site et de son périmètre d'équipe. Donc, on a une affectation qui a été faite de manière plutôt aléatoire, où on a juste regardé finalement les nationalités et la localisation et le fuseau horaire. Il y avait juste aussi un autre critère aussi qui était voilà, l'appartenance à une division. Donc voilà, je pense que c'était un peu l'idée aussi de mailler un peu l'organisation et puis être sûr aussi d'embarquer voilà, des gens dans les différentes organisations et puis les différents pays. Donc voilà, c'était vraiment de mailler un territoire et puis d'essayer d'attaquer les différentes zones. Et Stéphane, est-ce que tu avais réussi à obtenir que les mentors disposent d'un temps dédié à ce rôle, même s'il était temporaire, ou est-ce que c'était basé sur leur volontariat, leur capacité à dégager du temps de leur mission normale? Donc c'est vrai que nous, on s'est principalement reposé sur la bonne volonté des gens. Voilà, moi, la difficulté de ma démarche, c'est que notre programme, on a très peu de sponsorship, à mon avis. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas un management qui est prêt à dédier du temps pour cette démarche. Donc, voilà, moi, l'idée, c'était vraiment simplement compter sur la bonne volonté des gens. Et puis, voilà, heureusement, en fait, moi, j'étais assez surpris aussi de l'engouement des gens, l'envie d'apprendre, aussi la curiosité. Et puis, voilà, je pense, voilà, les nouveaux outils aussi, je pense, voilà, les gens recherchaient des nouveaux outils, spécialement plus dans le confinement, et puis on changeait aussi d'univers technologique, on passait
de solutions qui étaient un petit peu obsolètes. Et donc, je pense que l'attrait pour la nouveauté aussi était là. Est-ce que vous vous êtes assuré que les mentors qui étaient recrutés avaient les compétences suffisantes pour pouvoir transmettre les clés de réussite et accompagner les mentorés? Alors, compétences suffisantes, nous, on voulait pas justement avoir que des gens qui soient haut placés ou extrêmement compétents, parce que un des avantages qu'on n'a pas forcément mentionné, mais c'est le fait que finalement, les utilisateurs, ils sont formés par un de leurs collègues, par quelqu'un qui vit la transformation et pas par Salomé Naon, consultante externe, qui va leur expliquer comment travailler plus efficacement. Donc, on était vraiment dans du partage. Donc, il y avait transmission et partage qui étaient associés. Donc, on ne demandait pas de compétences particulières, si ce n'est la curiosité et cette envie de partager qui était finalement indispensable pour la réussite et les progrès d'un groupe. Et sinon, pour les compétences liées à l'outil, tous les mentors, en fait, ont fait eux-mêmes, avant d'embarquer leurs participants, ont fait eux-mêmes les challenges, on leur a transmis les clés, on leur a fourni tout un tas de ressources pour avoir des conseils sur comment est-ce qu'on peut recruter, que faire dans cette situation, est-ce que finalement je suis obligée de répondre à toutes les questions? Bah non, parce que les mentors sont pas des coachs individualisés, ils sont pas un pôle IT à part entière. Ce sont des gens qui vont donner finalement de leur temps. Donc, pas de compétences particulières. L'envie d'embarquer de notre part des gens de partout et de tous les corps de métier finalement, à partir du moment où ils avaient cette envie de partager. Et puis, par rapport juste au temps banalisé, il y avait une petite particularité sur la plateforme où on a diffusé les annonces, l'annonce pour recruter les mentors, c'est que quand un collaborateur se portait volontaire pour participer à la démarche en tant que mentor, il y avait le manager qui recevait une notification et qui pouvait approuver la participation. Donc, nous, on disait, voilà, ça va prendre entre 5 et 10, 12 heures sur 2-3 mois. Est-ce que vous pensez être capable de libérer cette charge de temps? Et on demandait, bien sûr, l'accord du manager pour participer à la démarche. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui se passait pour un collaborateur qui ne réussissait pas les challenges? Il était resté sur le bord, on le laissait sur le bord de la route ou... Alors non, et c'est justement pour ça que les mentors étaient là, parce qu'on aurait pu, d'une certaine manière, ne pas faire de programme de mentoring, mais juste proposer un lien avec des challenges à faire, et puis bon, il y a des ressources, débrouillez-vous. Mais justement, quand les utilisateurs cochaient dans leur petit formulaire « je n'ai pas réussi à faire le challenge, donc j'ai besoin d'aide de mon mentor », les mentors, eux, derrière, avaient créé une conversation avec leur groupe. Donc, ils avaient créé leur propre petit réseau. Et donc, d'après les retours des mentors et des participants qu'on a eus, ils avaient des échanges entre eux, ils s'aidaient entre eux. Il y a certains mentors qui organisaient des mini-sessions de 15 minutes où ils ont dit aux participants, bon, voilà, j'ai vu que certains d'entre vous avaient des difficultés pour le challenge numéro 4, pour le challenge numéro 9. Je vous propose d'en discuter à ce moment-là. Ils planifient une réunion et finalement débloquer la situation en expliquant le pourquoi et où le comment. Et Stéphane, est-ce que vous avez constaté une dimension générationnelle dans l'adhésion à la démarche que vous avez déployée? C'était le plus jeune ou le plus vieux, je ne sais pas, non? C'est une bonne question parce que voilà, c'est vrai que j'ai toujours j'aime pas en fait stigmatiser, mais alors on n'a pas été à analyser les résultats en fonction de l'âge de l'audience. Par contre, moi, ce que j'ai constaté, c'est que voilà, pour moi, c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question plutôt d'esprit. Et puis voilà, justement, on a vu des gens qui étaient plutôt âgés, hyper motivés, hyper curieux. Et voilà, moi, je pense que c'est plutôt un état d'esprit qu'une question d'âge, en fait. Une question plus sur la gouvernance, parce que comme on y va progressivement, comment est-ce que vous avez mis à disposition les outils durant ces phases-là? Est-ce qu'ils étaient accessibles à tous les collaborateurs Felling en même temps? Et où est-ce qu'ils ont été déployés également suivant le rythme d'accompagnement? Alors, c'est vrai qu'en fait, comme j'expliquais en introduction, en fait, on a lancé Teams en avril. On a eu cette période de Silent Launch qui a duré trop longtemps, où on est arrivé au mois de septembre, on avait plus de 1000 utilisateurs déjà sur Teams. Et on était en mois de septembre avec 1000 utilisateurs sur Teams qui n'avaient pas eu d'accompagnement propre. Donc, on a eu cette première phase et puis septembre, on a déployé l'outil à tous les utilisateurs et puis c'est à partir de septembre-octobre qu'on a commencé à mettre en place ce dispositif d'accompagnement. Donc,
l'idée, c'était d'avoir une première phase d'exploration. Ensuite, on a mis en place l'outil. Les gens, je pense qu'aussi, pouvaient commencer à découvrir l'outil par eux-mêmes. Et ensuite, c'était de là où on a commencé à mettre en place un dispositif plus spécifique pour supporter l'adoption. Ok, très clair. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a fait. Non, il y avait une dernière question, allez, il nous reste une minute. Stéphane, est-ce que Ferring développe des outils numériques à destination des médecins ou des patients? Alors, je serais incapable de répondre. Du coup, la symétrie, est-ce que vous accompagnez vos clients dans l'adoption comme vous accompagnez vos collègues, Alors, ouais. Alors, je suis pas capable de répondre précisément, mais oui, je sais qu'il y avait un certain nombre d'outils digitaux, voilà, d'apps qui ont été construites. Par contre, voilà, je suis pas en mesure de vous donner plus d'informations sur le sujet. C'est un autre service. Moi, effectivement, je suis concentré sur l'expérience digitale des employés et non la partie médicale. Bon, bah, super. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Je pense que on va mettre à disposition de toute façon ce webinaire et puis on aura l'occasion peut-être de publier d'autres informations pour présenter la suite de l'aventure. Voilà, merci beaucoup. Et puis je vous dis à tous à bientôt pour un prochain événement sur des méthodologies ou des thèmes liés à la transformation interne des organisations. Merci à tous pour votre participation. À bientôt. Au revoir.